bonjour. Bonjour Le Havre et France et tout le monde. Et c'est tout pour le français pour moi. That's all I've got. C'est tout ce que je peux vous dire, en français en tous les cas. Et j'espère que l'anglais va pouvoir être traduit en français. Et je suis très honorée d'être ici. Je suis absolument émerveillée par tout ce qui se dit. Je suis ici, j'apprends beaucoup et j'espère à mon tour que je vais pouvoir également vous proposer des messages positifs. J'ai de bonnes nouvelles qui viennent de la Californie d'ailleurs. Et j'espère donc que ce que je vais vous dire vous permettra de mieux connaître San Francisco, mais aussi de mieux découvrir la planète, la découvrir autrement. Eh bien, nous avons un programme de récupération des ressources qui est tout à fait ambitieux, qui a beaucoup de succès. Ça fait 30 ans que j'y travaille, que je suis impliquée. Nous avons 80% de succès, c'est-à-dire qu'on n'a plus de déchetterie publique et 80% des déchets que nous avons dans la ville donc sont utilisés de façon à ce que l'on puisse recycler un pourcentage élevé, soit au niveau du compost, soit au niveau d'un recyclage. Bridget, donc peut-être pas d'accord, mais nous avons un objectif qui est zero waste, c'est-à-dire aucun déchet. Évidemment, c'est le nirvana, c'est presque le paradis. C'est un objectif extrêmement ambitieux, mais nous pensons que nous pouvons y arriver. Et si vous me permettez, je voudrais vous en parler un petit peu plus. Comment fonctionne ce système? Vous voyez qu'il s'agit d'un système de tri sélectif. Vous avez ici 3 conteneurs. Je crois que c'est un petit peu semblable à ce que vous faites en France ou en Europe. Le premier conteneur, c'est pour tout ce qui est matière organique ou biologique. Et ensuite, papier, verre, boîte de conserve. Et dans le conteneur noir, qui se réduit d'ailleurs au niveau du contenu, on met tout le reste. Je voudrais revenir sur ce programme de tri sélectif. Et je voudrais vous parler à une autre échelle, une échelle planétaire. Vous savez tous que nous sommes très conscients de la crise qui nous affecte aujourd'hui, et entre autres à cause du climat. D'abord parce qu'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère. Nous en sommes tous conscients. Je crois que nous, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais nous le savons. Donc c'est un problème. Il y a trop de CO2, mais il y en a aussi trop dans les océans. Et ça vient de l'atmosphère, et ça va s'infiltrer dans les océans, et ça va créer un taux d'acidification qui est beaucoup plus élevé, qui commence à détruire la faune, la flore et la chaîne alimentaire des océans. Donc il y a trop de CO2 à la fois dans l'atmosphère et dans les océans. Et c'est un problème dramatique qu'il faut résoudre. Il faut passer de moins de 400 millions de parties dans l'atmosphère à moins, et bien moins, et même aller bien en dessous du seuil que nous nous sommes fixés. Mais comment y arriver? Je crois qu'un endroit où il n'y a pas assez de CO2, eh bien c'est dans le sol, justement, ce qu'on appelle la pédosphère, c'est-à-dire la terre et les sols. Et donc, peut-être, ça fait 10 000 années, lorsque nous avons commencé à faire de l'agriculture, il y a eu justement cette évolution des sols sans CO2. Et nous sommes maintenant, du moins en Californie, mais ailleurs aussi, que nous sommes au début d'une longue période de sécheresse. Et l'eau que nous n'avons pas, donc, fait que le sol est chaque fois plus sec et nous avons chaque fois moins de CO2 dans ce sol et dans cette pédosphère. Donc, le problème est très grave en Californie. Mais cette sécheresse ne fait que s'aggraver. Mais au fur et à mesure qu'elle s'aggrave, il y a aussi des résultats intéressants ou des leçons que nous avons apprises en ce qui concerne le traitement des sols. Les solutions que les scientifiques nous montrent pour ce problème de CO2 dont j'ai abordé, c'est le compost. Pour remplacer le carbone par le compost. Ce compost, donc, qui vient du sol, mais ça vient en fait des déchets que nous mettons sur le sol. Vous le savez d'ailleurs, vous savez ce que c'est que le compost. Mais ce que nous ne savions pas à l'époque, c'est la force de ce matériau, son efficacité. Et je vais vous raconter un petit peu comment ça fonctionne. Grâce à la recherche qui a été effectuée par une équipe scientifique de Launch Berkeley Lab, qui est une équipe de recherche de l'Université de Berkeley aussi, qui est une très grande université. Donc, on s'est rendu compte qu'avec un projet marin, donc de bonification des sols, on permet de constater qu'il y a une façon d'activer
le sol grâce au compost. En utilisant le compost, donc, on peut permettre au sol de devenir plus rapidement un sol qui permet une meilleure photosynthèse et du processus de photosynthèse. Vous voyez que le carbone vient de l'atmosphère, il pénètre dans les plantes. Et qu'est-ce que l'on a découvert? Parce que les plantes captent le CO2, c'est que le sol est extrêmement puissant finalement. Ce que nous savons, c'est que ce dioxyde de carbone donc va rentrer dans les plantes et il vient de l'atmosphère. Nous le savons, c'est, je dirais, basique. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que tout le CO2 ou le dioxyde de carbone que nous voyons dans nos vêtements, dans nos aliments, dans les arbres qui nous entourent et dans notre environnement et dans notre corps viennent de l'atmosphère. Ça ne vient pas du sol. Il y a une photosynthèse qui s'est faite grâce aux plantes. Donc, la chance que nous avons, c'est utiliser ce moteur de transformation pour arriver à avoir une équation beaucoup plus stable et permettre de mieux équilibrer ce qu'il y a dans l'atmosphère et ce qu'il y a dans le sol. Et je crois que c'est un processus extrêmement intéressant, donc de transformation du carbone en carbonhydrate. Donc, grâce à la transformation en hydrate de carbone, on voit quels sont les résultats et on peut pratiquer de nouvelles méthodes de culture qui permettent justement d'obtenir certains résultats. Les savants n'avaient pas prévu que les pratiques que l'on utiliserait permettraient de séquestrer ce carbone dans le sol. Ils pensaient que le carbone ne ferait que continuer à s'évaporer dans l'atmosphère dans cette espèce de processus d'évaporation constant. Mais ici, dans une terre comme celle-ci qui n'est pas cultivée, lorsque vous mettez du compost, le carbone va venir de l'atmosphère. Il va être en quelque sorte aspiré par ces plantes qui servent d'intermédiaires ou de vecteurs et pénétrer dans le sol. Et ça va rester dans le sol. C'est ce que l'équipe de recherche de Berkeley a pu prouver. Voici un exemple des différentes parcelles expérimentales où nous avons travaillé. Il y a du compost sur une parcelle, mais pas de compost sur les autres parcelles. Nous sommes revenus un an après et sur chaque hectare de terre traité avec du compost, il y avait une tonne, 200 livres, 2000 livres, pardon, pas de CO2, mais du carbone qui est beaucoup plus intéressant que le CO2, donc un carbone transformé. Mais ça venait du CO2 transformé de l'atmosphère, hydrate de carbone. Donc, au bout d'un an, nous avons recommencé, mais maintenant nous avons aussi beaucoup plus de recul. Chaque année, nous revenons, ça fait 7 ans que nous le faisons, et nous voyons qu'il y a une tonne additionnelle. Donc, il y a 7 tonnes supplémentaires dans ces parcelles par rapport aux autres parcelles qui n'ont pas, qui ont été travaillées. Et les savants n'arrivaient pas à le croire. Donc, les biochimistes, comme Winder Silver à l'université de Berkeley, n'en croyaient pas ses yeux. Les agronomes qui travaillaient aussi dans l'équipe pensaient que oui, c'était possible. Mais lorsque l'on a voulu montrer scientifiquement si ça existait et qu'on pouvait le mesurer, on a vu qu'on a de nouveaux outils qui nous permettent d'entrer plus profondément dans le sol grâce à des carottes très profondes et mesurer cette activité du carbone. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si nous avons assez de compost sur une surface importante, à ce moment-là, on peut attirer ce carbone et justement modifier l'équation initiale. Ceci est un processus de régénération. Ça veut dire que le carbone va pas simplement être extrait de l'atmosphère, mais il va être reconverti, réutilisé. Donc c'est une autre équation dont les termes sont tout à fait différents. Et les géo-ingénieurs dont on parle beaucoup récemment ont montré que c'est un processus extrêmement naturel finalement. Comme vous voyez sur cette diapositive, rangelands, ou du moins ce genre de terre, c'est ce que nous trouvons le plus souvent, c'est-à-dire coexistence des activités humaines avec le pâturage. Il y a coexistence des cultures humaines avec le pâturage. Et ceci peut affecter le climat, surtout si nous pouvons donc mettre en place des procédures qui permettent de trouver un équilibre au niveau du climat et mitiger justement les effets des changements climatiques. Ça fait 3 ans que je travaille là-dessus, mais j'ai pas réussi vraiment à trouver des résultats tout à fait spécifiques. Mais c'est quand même, je crois quand même, une perspective tout à fait intéressante.
Qu'est-ce que nous voulons faire finalement? Quelle est la prochaine étape? Voici un exemple de la façon dont les vaches, 5 ans après le début de cette expérience sur ces parcelles, reviennent pâturer sur ces parcelles où on a utilisé le compost. Parce qu'il n'y a pas simplement capture du carbone, mais c'est également parce que l'herbe est plus grasse et plus fertile, parce que le sol retient plus d'eau. Et ça, c'est très important parce que nous traversons des périodes de grande sécheresse, donc le sol doit fonctionner comme une éponge et retenir le plus possible d'eau. Pour nous, c'est essentiel. Les calculs que nous avons faits démontrent clairement que si la Californie était capable d'utiliser du compost sur 25% de toutes ces terres dont je vous ai parlé, nous pourrions donc compenser les émissions qui sont produites par les habitations et par l'industrie au cours d'une année. Et si on faisait cela avec 25% de plus, alors les premiers 25% donc seraient dans une deuxième année du processus et on arriverait donc à compenser les effets qui seraient produits par les cultures agricoles. Et si on complétait le cycle, c'est-à-dire au-delà de 50%, à ce moment-là, on pourrait avoir cette séquestration du carbone, cette capture du carbone, et on serait dans une situation beaucoup plus intéressante où on aurait plus de CO2 ou de carbone qui serait piégé et qui serait capturé, qui serait transformé. Évidemment, ceci est tout à fait extraordinaire pour des gens comme moi qui travaillent depuis des années dans le recyclage et qui se rendent compte que, en fait, la bataille est souvent perdue d'avance. Je voudrais que vous puissiez vous sentir plus optimiste parce qu'il y a quand même des possibilités, quoi qu'on dise. Je vais revenir donc à ce que je vous disais au départ. Quel est le lien avec San Francisco et comment est-ce que vous pouvez vous-même en tirer des leçons? Ces 3 conteneurs que je vous ai décrits pour le tri sélectif, c'est quelque chose que nous avons mis en place il y a 20 ans parce que ça fait partie d'une initiative légale. Nous voulions justement réduire les déchetteries publiques. Et nous avons utilisé justement le conteneur vert pour tout ce qui est déchets alimentaires, donc tout ce qui venait des restaurants, des ménages, de certains commerces. Et c'est pour cela que nous avons justement ce conteneur vert. Ceci a permis de mettre en place un système de compost très robuste que nous pouvons réutiliser, comme par exemple la capture ou le piégeage du carbone. Donc vous pouvez participer à ce processus de piégeage du carbone avec ce genre de processus. On a commencé à San Francisco avec ces 2 personnes. Ça, c'est vraiment les grands pionniers, les ancêtres qui ont permis justement de commencer à penser à ce recyclage grâce à ce tri sélectif. Et je voudrais que vous sachiez que nous avons aussi des ancêtres comme cela dans d'autres pays et peut-être dans vos villes, parce qu'il y a probablement un système qui vous permettra de faire ce que nous faisons à San Francisco. Utilisez le savoir ou les savoirs et les connaissances que vous avez. Il s'agit de voir quel est l'héritage et comment le réutiliser. Nous avons également été en mesure d'expliquer aux habitants, mais à toutes les entreprises et les différents lieux où l'on a des déchets, comment fonctionner et rentrer dans ce processus. Par exemple, je vois qu'en France, vous avez une relation relativement intime avec ce que vous achetez pour vous alimenter. Et je crois que cette image montre bien que cette relation intime existe aussi pour sauver la planète. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a un cycle et que cela peut avoir un impact énorme sur l'environnement, comme le montre cette diapositive. Mais nous avons également d'autres éléments intéressants. Vous voyez ici, en 2000, il y a 872 731 tonnes qui ont été mises dans les déchetteries. Avec notre système, nous avons réduit à 21 072, c'est-à-dire avec une diminution donc de 46%. Mais aussi, si vous regardez tout ce qui est biologique, vous voyez que les gens font très attention au niveau des conteneurs et ils font un tri sélectif beaucoup plus fin. Et nous allons utiliser ce compost dans nos sols et sur nos terres. Et une autre incitation, nous leur avons expliqué que cela avait un coût moindre de mettre tous ces déchets dans le conteneur vert que s'ils ne le faisaient pas. Qu'est-ce que l'on fait? On essaye de voir comment ils se comportent. On leur donne donc une
une espèce de petite carte qui les félicite en pointant très précisément ce qu'ils n'ont pas fait et qu'ils devraient faire. C'est une espèce de suivi des habitants. Et ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez également utiliser cette solution dès le départ dans votre cuisine, dans votre maison, dans votre ville et ensuite avoir tous les bénéfices que cela rapporte dans vos champs et sur vos terres. Merci beaucoup.